Écoutez les gars, on n'introduit pas un sujet dont tout le monde est au courant. Nous sommes ici pour consulter sur comment soutenir nos amis et camarades Madina et Moussa dans leur projet de mariage, face à l'attitude de l'oncle de Madina qui oppose un refus catégorique, qualifiant les Agbalbal de rebelles tout simplement parce qu'ils sont originaires du Nord, et que le grand frère de Moussa fait partie des militaires qui ont fait un coup d'État et pris le pouvoir. Si je ne peux lui donner raison sur l'amalgame qu'il fait en prenant tous les nordistes pour des rebelles, je ne saurais lui donner tort sur sa deuxième raison évoquée. Chers camarades, nous savons tous que les militaires au pouvoir, c'est une catastrophe. C'est la fin de la vie politique du pays, la mort de la démocratie. Stop, cher camarade. Je suis désolé de te couper la parole, mais sur cette lancée, nous risquons de nous éloigner de l'objet de cette rencontre. Moi, personnellement, je pense d'ailleurs qu'on nous saoule avec cette histoire de militaire au pouvoir. C'est un faux débat, sincèrement. Et comment peux-tu dire ça? Parlons-en. Comment serait un faux débat? Je m'en vais te les démontrer. Dites-moi les gars, les militaires ne sont-ils pas des citoyens à part entière comme les enseignants, les médecins, les agriculteurs? Pourquoi n'auraient-ils donc pas le droit de diriger ce pays? Mais tout simplement parce qu'ils sont consacrés à une mission précise, qui est celle de protéger et défendre le pays. Une mission dite régalienne. On apprend dès l'école primaire, mon ami. Je te le concède volontiers. Mais dis-moi, cela voudrait-il dire que toi, en tant qu'ingénieur, si tu percevais une menace ou un danger pour le pays, tu resterais les bras croisés parce que tu n'es pas militaire? Mais non, c'est pas ce que je voudrais dire. Au fait, tout le monde sait que le devoir sacré de tout citoyen et toute citoyenne est de sortir bec et ongle pour défendre sa patrie en cas de danger. J'en conviens, c'est ce que faisaient même nos ancêtres. Mais quand même, de nos jours, les militaires... Là, permets-moi de te couper, Kouyaté. Il n'y a pas de mais les militaires qui tiennent. D'après ce que tu viens de dire, il devrait désormais être facile pour toi et pour nous tous ici de comprendre que de même que tu as le devoir de protéger et défendre le pays parce que citoyen, de même aussi le militaire a le droit de diriger le pays en tant que citoyen. C'est tellement logique. Les détiens là nous embrouiller là. Les militaires ne sont pas des hommes politiques. Eh bien, nous y voilà. Qui a dit que pour diriger un pays, il faut forcément être un homme politique? Là aussi, je te prends au mot. Tous les citoyens ont le droit d'être hommes politiques, femmes politiques, sans restriction aucune. Et aussi, tous les dirigeants de ce monde ont eu une formation de base avant d'entamer une carrière politique. Et si je me réfère à l'histoire, l'histoire nous montre que parmi les plus éminents, les plus patriotes, il y a eu des militaires. Tu veux des exemples? Ne te fatigue pas, tout le monde le connaît. George Washington, Charles de Gaulle, Winston Churchill et Isidore Noël, Thomas Sankara, John Jerry Rawlings, j'en passe. Et alors, pourquoi ne réfléchissons-nous pas? La chaîne se serait-elle arrêtée? Si nous avons la chance d'avoir un militaire au pouvoir dans notre pays aujourd'hui, pourquoi nous permettrons-nous de le traiter comme un marginal de l'ensemble des citoyens, au lieu de l'intégrer pleinement, le soutenir, l'encourager sans réserve, priant et espérant qu'il puisse aussi inscrire son nom sur la liste de ces grands hommes militaires, hommes d'État, dont tu viens de citer? Là, les gars, je crois que Antoine touche du doigt un concept très important. C'est plus que simplement important, la mienne. C'est même vital. Et je vous demanderai la permission d'aller encore plus loin dans mes propos. Lisez l'histoire de la gouvernance de ces grandes figures militaires que nous venons de citer et de ceux que nous n'avons pas cités. Vous aurez d'énormes difficultés à trouver le mot transition. Genre président de la transition, autorité de la transition, premier ministre de la transition, etc. Ou encore un autre concept qui y fait allusion. Or, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons? Nous entretenons et enrichissons au quotidien la dialectique d'une fausse dichotomie entre transition et république. En réalité, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Ça fait un moment que j'y réfléchis, mais j'avais peur d'être le seul à penser de la sorte. Entre nous, dites-moi, quand nous parlons de président de la transition, où se passe la transition exactement? Dans la République. Et si elle se passe dans la République, est-il possible de diriger la transition sans diriger la République? Certes, non. Donc, vous conviendrez avec moi que ceux qui dirigent logiquement la transition dirigent également la République. Donc, je pense que personnellement, le but de cette dialectique faussement dichotomique,
c'est de s'aimer la division et l'opposition dans la pensée des citoyens et surtout d'amoindrir la légitimité de ceux qui dirigent le pays actuellement. Et étant donné que cette dialectique est une dialectique importée, une dialectique que nos parents, nos aînés ont acceptée et adoptée, aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins, où notre génération, une génération consciente, une génération scientifique et pragmatique, une génération qui ne regarde que les résultats, devons-nous perpétuer et pérenniser une ligne de réflexion qui est de nature à compromettre notre unité et notre cohésion nationale? Absolument non. Je m'excuse devant vous, chers camarades, de m'exprimer de la sorte, alors que nous sommes tous membres de ce parti, le PAMAS. À première vue, mes propos pourraient paraître aller à l'encontre du parti, mais j'ai la nette conviction qu'il nous faille définitivement comprendre que le premier pas vers notre souveraineté, c'est la rupture avec tous ces schémas de pensée établis, la réflexion profonde pour concevoir notre propre vision du monde et établir une forme de société non seulement conforme à notre mentalité, mais aussi aux exigences de notre temps, n'obéissant qu'à ce qui est rationnel et logique. Même si nous voulons imiter ces schémas de pensée existants, n'oublions pas ce que nos ancêtres ont dit. Je cite, « Une imitation n'est profitable que lorsqu'on l'adapte à ses propres réalités, à soi. Autrement, ce n'est qu'une aliénation. » Je te suis parfaitement, Antoine. Et personnellement, je pense que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle du fameux concept de la décolonisation des mentalités. Et je peux vous assurer que c'est la plus difficile des décolonisations. Parce qu'il s'agit de la pensée. Et quand on parle de pensée, il faudra changer les conceptions, les idées, les valeurs et toutes les normes reçues. Et on devra par la suite en concevoir de nouvelles basées sur nos valeurs sociétales, mais surtout sur les exigences et les réalités de notre temps. Ce que vous êtes en train de nous dire équivaut ni plus ni moins à remettre toute la vie en cause, à chambouler tout, à rejeter tout. Nous n'allons de même pas réinventer la roue. Ces idées, ces pensées, et ces schémas de pensée, ces concepts, ces normes existent il y a des millénaires. Voyons! N'empêche que notre mission en nous, jeunesse consciente d'aujourd'hui, soit de les changer, de les modifier, de les adapter au regard de la réhabilitation de nos valeurs sociétales afin de bâtir une société qui reflète notre mentalité. Oserais-tu prétendre que nous n'en ayons pas la capacité? Je m'en vais jeter un pavé dans la mare. Je m'explique. Tiens, Kouyaté, tous ici, nous sommes membres du bureau exécutif du parti, le PAMAS. Mais nous sommes-nous jamais posé la question de savoir ce qu'est un parti et d'où ça vient? Parti au pouvoir, parti d'opposition, parti centriste, parti de gauche, parti de droite, parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire dans un contexte dialectique africain? J'invite chacun de nous ici à se retirer dans son village natal, à observer la structure sociale, à étudier attentivement les mécanismes. Y a-t-il des exclus? La prise de parole, par exemple, sous l'arbre à palabre, le Toguna, comment se fait-elle? Et une fois que la décision est prise, quel est l'impact sur les villages? Quelle est l'attitude des villageois? Y a-t-il une opposition qui a pignon sur rue et qui contredit la décision prise? Autant de questions. Et au retour de ce pèlerinage, au village de nos enseignements traditionnels et culturels, de nos valeurs sociétales, de notre civilisation ancestrale, retrouvons-nous ici et que chacun de nous dise en toute sincérité si la gouvernance et l'administration qu'il a eu à observer au village est la même que celle que nous promouvons ici. Oh, camarades, je crois sincèrement que nous allons loin dans cet échange qui d'ailleurs n'est pas le but de notre rencontre. Kouyaté, qu'à cela ne tienne, mais serais-tu le seul à ne pas percevoir la gravité, l'importance de ces réflexions? Personnellement, sans vous mentir, moi déjà ces réflexions me mettent mal à l'aise en tant que membre de la jeunesse du parti. Je suis en train de constater amèrement que depuis longtemps, je fais la promotion d'un concept totalement étranger à la mentalité africaine. Et personnellement, sans vous mentir, ce ne serait pas rendre hommage à mes ancêtres. Effectivement,
Tu es en train de regarder dans notre direction. Qu'est-ce donc un parti politique par définition? Souvenons-nous de nos cours de dialectique, de sémantique, de philosophie ou tout simplement de littérature. Nous rappelons-nous de la notion de parti pris? Qui ne se souvient pas d'une discussion entre copains dans la cour de l'école, à l'issue de laquelle quelqu'un aurait lancé « Laissez-le, il ne veut rien comprendre, il a un esprit de parti pris ». Alors, dans une démarche patriotique de la recherche de l'unité et de la cohésion nationale, quel pourrait donc être le rôle et l'impact des activités d'un parti politique? Si je comprends bien, serait-il en train de nous suggérer que nous ayons un pays sans parti politique, sans activité politique? Oui et non. Oui, parce que si nous voulons revaloriser nos cultures, nos traditions de vie, notre interaction en société, il est impérativement vital de vider les partis politiques de leur contenu. Le narratif doit changer à 180 degrés. Et non? Bah non, parce que les formations politiques actuelles vidées de leur contenu toxique pourraient devenir des groupes de réflexion pour éclairer, appuyer et accompagner l'action publique. Alors, pour le bien-être à tous en tant que population, pour l'amélioration du vivre ensemble, dans l'unité, l'entente et la cohésion, il n'y aurait plus d'opposition, exactement comme au village. Toi, là, tu es vraiment tombé sur la tête. Non, mon ami, j'ai tout simplement eu une forme d'ébullition culturelle dans mon cerveau. Et imaginez juste un instant, que ce soit la jeunesse du plus grand parti de ce pays, notre parti à nous tous, le PAMAS, qui entame et annonce cette révolution politique culturelle, ce revirement historique, ce changement radical. Quelle entrée triomphale dans l'histoire de notre pays, ou même dans l'histoire de notre continent. Parce que sans aucun doute, tous les pays suivraient cet élan, je vous assure. Chers camarades, je crois sincèrement qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est d'envisager cette discussion au sein même du parti pour connaître le point de vue et les conseils des sages du parti, car il s'agit là de choses extrêmement sérieuses. Il me semble que ce soit là un des domaines sur lesquels nous avons besoin de leur appui. Donc, on n'a qu'à dire affaire à suivre. Du coup, qu'est-ce que nous décidons pour les pourparlers bloquer le mariage de Madina Kambeleni et de Moussa Agbalbal? Après tout, nous sommes là pour ça. Bon, je suggère qu'on aille les voir pour entendre le compte rendu de la rencontre de Marine avec son oncle avant de prendre une quelconque décision. Je pense que c'est bien réfléchi. Qui a un autre point de vue? Personne? Alors on y va. Non, ça va, c'est bon. Piraté.